Alors, il s'apprête à me souffler son haleine de fromage dans la figure. Je refuse. C'est faux. Salut tout le monde, nous voici de retour, enfin surtout moi. Alors aujourd'hui, vidéo sur les mangas d'horreur. En fait, on avait déjà fait une vidéo sur les mangas d'horreur, mais on était insatisfait du résultat. Et en plus, depuis, on en a lu... on en a lu d'autres. Donc en fait, on va faire une vidéo de manga d'horreur 2.0 avec une autre façon de construire la vidéo qui sera construite par thème. Première catégorie, nous allons parler des classiques de manga d'horreur. Ensuite, nous allons passer au thriller avec ambiance horrifique. Ensuite, les survival games. Ensuite, une section créatures et surnaturelles. Nous allons terminer par une section science-fiction et post-apo. Voilà pour le sommaire de cette vidéo. On va commencer par le premier, bien évidemment. On ne peut pas faire une vidéo de manga d'horreur sans parler de Junji Ito. Une grande référence dans le milieu de l'horreur, bien sûr. Bien sûr, dans ce qu'on a apprécié et ce qu'on a lu tous les deux, il y a Spiral. Croûte me les avait offerts peu de temps avant qu'ils sortent chez Mangetsu. Donc, c'était initialement sorti en français en 3 tomes. Et c'était hyper génial comme lecture. Mon préféré de Junji Ito, c'est Spiral. De par le côté obsessif du livre, autour de cette forme géométrique et de tout ce qui va s'en suivre, je trouve ça super intéressant. C'est vrai que moi, c'est un des rares que j'ai lu aussi, parce que j'en ai pas lu beaucoup. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver vraiment des petites histoires, absolument toutes aussi surprenantes les unes que les autres. Alors moi, je me suis abstenue de lire l'une d'entre elles, je ne vous dirai pas laquelle, parce que ça me dégoûte et je ne peux pas lire ce genre d'histoire. Je ne peux pas. Donc, voilà. Tais-toi. Rien dit. J'ai pas envie de vous dire ce que c'est parce que après il y a beaucoup de gens qui jouent avec ça et moi ça me révulse. Bref, en tout cas j'ai voulu découvrir Frankenstein parce que j'adore ce récit et j'ai été très surprise de la façon dont il a interprété cette histoire, puisqu'il y a un élément qui change par rapport à l'histoire initiale et je ne vous dirai pas lequel et c'est très intéressant. Là c'est la version anglaise, je crois qu'ils l'ont sorti en français effectivement. Ensuite, j'ai bien apprécié... J'ai oublié qu'il est en anglais celui-là. Ouais, il est en anglais. Et j'ai bien apprécié Zone Fantôme, tome 2. Non, c'est le tome 1 que j'ai aimé, moi. J'en sais rien, moi j'ai pas vu 1 et 2, j'ai pris le premier que j'ai vu. Je vais y aller. Alors, regardez avec quoi je vis, c'est terrible. Je suis allée chercher le bon parce que Croûte a mis le mauvais dans la pile. Oh, mais quel monstre! Celui-ci n'est pas une réédition, il est sorti en 2021, si je me souviens bien. Et ça tourne vraiment autour du thème de la spiritualité et du culte. Et j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Alors, ce que j'aime bien dans les éditions qui sont sorties chez Mangetsu, c'est que vous allez avoir des commentaires qui ont été faits par Junji Ito pour expliquer un petit peu le processus de l'histoire, comment l'idée lui est venue. Je trouve que c'est hyper cool de pouvoir avoir un petit... Ouais, des fois, c'est parti d'un détail quelque part et tout, puis son esprit dérangé en a fait toute une histoire. Souvent, il parle de rêves, il parle voilà, de légendes qu'il a entendues, etc. Donc, effectivement, c'est cool de voir d'où ça vient, parce que des fois, on se pose vraiment des grosses questions. Tout à fait. Donc, voilà. Donc là, c'était un peu mes favoris. Donc, on ne peut pas résumer les petites nouvelles de Junji Ito, parce que des fois, elles sont très courtes. Et donc, on peut juste parler de thématiques, du culte, du body horror, de légendes. Il y a beaucoup de trucs dérangeants, que ce soit des fois du gras, des boutons, il y a des choses un peu... Voilà, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour du corps et qui vont tourner autour des choses qui peuvent révulser certaines personnes. Et dans ceux qu'on n'a pas aimé de Junji Ito, on en a 2. Il y a Gyo. Moi, je l'ai lu, je m'en souviens pas des masses. Ça m'a pas marqué, quoi. Bah, c'était pas mon histoire préférée, tout simplement. C'est vraiment une question de goût, en fait, au niveau de la thématique. Et puis, il y a aussi Tommy. Je suis pas spécialement accrochée avec le personnage. J'ai bien aimé quelques histoires de ce personnage-là, mais c'est pas mon personnage préféré. De toute façon, j'ai pas de personnage préféré, en fait. J'aime bien les histoires qui changent tout le temps. J'aime pas les histoires qui se répètent avec... Tommy, c'est peut-être un peu indigeste de lire tout de suite. Bah, de lire tout d'un coup. Suite, oui. Ouais, j'ai fait l'erreur de lire tout d'un coup. Le second mangaka d'horreur, vraiment du classique, est... Shintaro Kago. Enfin, j'étais une grande fan de ses dessins sur Instagram avant de creuser et de découvrir qu'il avait fait des mangas. Tu m'as offert ce tome par surprise, j'étais très contente. Et pour un de mes anniversaires, j'ai voulu me faire croquer par Shintaro Kago. Donc
Donc on pouvait choisir ce que la tête allait subir. Donc j'ai choisi de faire des yeux parce que j'adore les yeux. Il y a, je sais pas combien de temps, mais... je sais pas si il n'y a même pas la date ou peut-être l'écran japonais, je sais plus. Bon, c'était il y a au moins avec 3-4 ans. Donc j'ai eu la chance de me faire croquer par Shintaro Kago. C'est un recueil de nouvelles déjà qui va parler d'un aimable garçon de café qui en fait la nuit est un serial killer psychopathe appelé le tronçonneur qui s'amuse à découper des jeunes femmes en fait tout simplement. Il est drôle d'amusement. Il les découpe en deux ou plus et voilà et des fois il les ressoude on va dire d'une façon étrange donc c'est assez bizarre. Ça donne place à des images un peu perturbantes. Un peu perturbantes et un peu bizarres. Effectivement. Ouais. Et du coup un jour arrivent des séries de meurtres et il se rend compte que c'est pas lui qui les a faites. Il y a un imitateur. Donc il y a un imitateur. Y a-t-il un deuxième tronçonneur, un imitateur? Mais que se passe-t-il? Et voilà, donc c'est une enquête sur ces drôles de meurtres en fait. Voilà. Et vous avez aussi un truc hyper bizarre, c'est que Shintaro Kago apparaît lui-même dans... Oula Shintaro Kago apparaît lui-même dans ce récit. Je vous dis pas quel rôle il tient parce que c'est trop bizarre, mais il y a vraiment un système de mise en abîme dans ce livre qui est très bizarre. Alors, c'est pas la meilleure histoire, c'est juste très curieux en termes de dessin et de fonctionnement de l'histoire. Mais c'est pas non plus, ne vous attendez pas à une histoire de malade mental, hein. C'est juste bizarre en fait. C'est marrant qu'il se soit mis... Dedans. Ouais. On va parler de Kazuo Umezu. Donc de lui j'ai pu lire Baptisme tome 1 et tome 2. Et j'ai pu lire La Maison aux Insectes. Donc je ne les ai pas puisque Baptisme je les ai vendus parce que je n'ai pas aimé. Et La Maison aux Insectes je l'ai emprunté à la bibliothèque et j'ai hâte de l'acheter un jour parce que je l'aime beaucoup. Ouais. Donc Baptisme, ce que j'ai pas aimé, alors ça partait bien. Alors si vous connaissez le film Esther, je pense que ça peut vous parler. D'avoir une femme qui est très portée sur le physique, qui est très superficielle, qui était une ancienne actrice ou chanteuse, je ne sais plus, qui a dû mettre fin à sa carrière parce qu'elle a dû avoir un enfant, une petite fille. Elle décide de prendre la décision très cruelle et très bizarre d'échanger son cerveau avec sa propre fille, donc elle prend le corps de sa fille. Le cerveau de sa fille disparaît, hein, donc sa fille meurt et elle prend son corps. Elle décide de vivre sa vie d'orpheline avec un cerveau d'adulte dans un corps de petite fille et elle va vivre chez son professeur principal parce que les Japonais ont un lien un peu bizarre avec leur prof, donc elle va être accueillie par son prof principal et malheureusement elle va essayer elle aura des comportements un peu douteux avec lui et lui aura des comportements carrément dégueulasses avec elle. Donc moi je me suis dit ça va un petit peu trop loin, j'aime pas trop cette relation. Il y a des situations qui sont très malaisantes et il continue de défendre la petite fille alors qu'elle n'a pas à avoir ce genre de comportement. En plus, il a une femme et tout. Enfin, bref, moi, j'ai pas aimé ce côté-là. Je pensais pas que ça allait finir comme ça, en fait. Je pensais qu'elle allait juste être cruelle, elle allait être un peu peste, un peu comme Esther. En fait, j'ai voulu retenter avec La Maison aux Insectes, car là, j'ai carrément adoré ce récit de bout en bout. C'était incroyablement intéressant, des idées folles. C'était vraiment fantastique. Il y a vraiment ce côté-là où on retrouve le fantastique dans sa définition la plus pure, où on a le doute. Les personnages ont un doute, on a un doute sur ce qui vient de se passer. 5 ou 6 nouvelles, je crois, différentes, qui tournent autour du couple, principalement. Des couples dysfonctionnels. On va s'arrêter là pour Kazuo Umezu. Bon, là, j'ai un peu parlé parce que Croûte n'a pas lu Shuichiro Maruo et Moro Oshii. Donc, ça sera encore moi qui vais parler pendant au moins encore deux auteurs. Oh là là. I'm sorry. Donc, Shuichiro Maruo. Alors, il a écrit Tomimo la Maudite. J'ai lu donc l'intégrale tome 1 et tome 2. Et il a écrit Vampire, que j'ai dû arrêter. Il a aussi illustré quelques récits de Rampo et de Gawa. La Chenille et l'île Panorama. J'ai pu lire l'île Panorama, qui était super bien illustrée, même si la couverture ne fait pas honneur au récit. Bref, donc, Tomimo la Maudite, ça va tourner autour du monde du cirque, une paire de jumeaux qui va être abandonnée et récupérée parce qu'ils sont médiums et ils ont une tâche, donc ils vont être récupérés par un cirque, donc on va suivre leur aventure malheureuse dans ce cirque-là, donc sous un fond de après-seconde guerre mondiale, donc où tout le monde est un peu très tendu et très traumatisé par ce qui s'est passé, donc c'était assez sombre, hein. C'est vraiment très sombre, très perturbant aussi parfois sur certaines scènes. Il va même illustrer la couverture de Un amour inhumain. J'adore la façon dont il dessine par contre, j'aime beaucoup son dessin. C'est un manga assez réaliste en fait dans ses dessins à lui. Un livre que j'ai pas aimé qui s'appelle Box
donc de Moro Oshii. C'est une histoire qui va tourner autour du labyrinthe, du jeu, du casse-tête. Ce qui était intéressant, c'est que dans ce manga, il y avait même des pages un petit peu de jeu où le lecteur peut jouer avec les personnages. Ça va être plusieurs personnes qui vont recevoir un Rubik's Cube en fait. Et ils vont devoir le résoudre et en le résolvant, ils vont se retrouver dans une boîte, dans une box. Et ils vont devoir suivre à plusieurs petites épreuves avec des énigmes. C'était pas ouf, ça aurait pu être super franchement, mais j'ai pas apprécié les personnages. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient pas très crédibles, des personnalités bizarres. Bref, j'ai pas trop accroché à Box, donc voilà. Wow, j'ai soif, hein. J'ai beaucoup parlé. Bon, ça va. Très bien. Nous allons passer à la seconde partie, qui est thriller avec ambiance horrifique. Alors, je vais vous parler de Alive de Tsutomu Takahashi. Alors du coup c'est un one-shot, l'histoire est intégrale ici. Hein. Alors il faut savoir que c'est un thriller un peu fantastique quand même, hein. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait naturelles dans ce manga. Ça va parler d'un gars qui est condamné à mort, et au moment de son exécution, ils vont lui laisser le choix. Est-ce que tu meurs ou est-ce que tu veux participer à une expérience? Donc lui ayant envie de vivre, évidemment, il va participer à cette expérience. Donc en fait, il va se retrouver enfermé je sais pas, dans un sous-sol avec un type, c'est pareil, un taré psychopathe qui a suicidé des gens. En fait, au bout d'un moment, il y a une paroi qui s'ouvre au fond de leur cellule, de leur cellule, on va dire ça. Et ils y voient tous les deux une superbe jeune femme, en fait, qui éveille tout plein de choses chez eux, et l'expérience commence. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais ça va partir en vrille. C'est particulier, c'est un thriller psychologique et surnaturel et tout, mais c'est sympa. Et puis de toute façon, vous risquez pas grand chose avec un one shot. Voilà un peu les dessins. Un autre one shot, Hideout. C'est un manga, j'ai l'impression que ou on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé parce que déjà il y a plein de points qui font que je peux aimer ce genre de manga. Déjà, c'est un one-shot. J'aime bien les choses qui se finissent vite. Pourquoi tu rigoles? Comme ça. Enfin bref. Ensuite j'aime énormément, je fais du suspense. Ouais, c'est terrible. Les dessins. Les dessins sont très contrastés. Vous avez un travail quasi cinématographique au niveau de la façon dont les planches sont agencées. Donc, en fait, c'est un suspense de malade. C'est vrai qu'on dirait un film, le bordel. Bon, alors, l'histoire, c'est quoi? Un couple qui a perdu son enfant. Hein, on est d'accord? Ça serait la faute du mari. La femme, elle est hyper en colère. Elle accuse le mari que ce soit sa faute à lui qu'ils ont perdu leur enfant. Et donc, il décide de se laisser une dernière chance et ils partent en vacances. Lui, en fait, il en peut plus des remontrances. Et donc, il décide de vouloir tuer sa femme. C'est à cause de toi que notre fils est mort. Bref, durant ses vacances, il prend la décision de tuer sa femme qui n'arrête pas de le harceler avec cette histoire, il n'en peut plus. Le problème, c'est que tout ne se passe pas comme prévu et ce monsieur se retrouve séquestré dans une grotte avec un psychopathe. Voilà. Voilà. C'est très bizarre. L'enchaînement des situations est un peu bizarre. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était sympa, j'ai un bon souvenir, que ce soit au niveau du déroulement, de la façon dont c'est agencé, etc. Bon souvenir avec Hideout. Tout à fait. Voilà. Alors, Freak Island. Alors, ça va parler d'un club de fouilles archéologiques qui sont en bateau et qui aperçoivent un naufragé sur une île. Donc l'un des membres décide d'aller lui porter secours. Tout le monde est témoin du massacre de celui qui porte secours, justement. Il se fait littéralement trucider par un type avec une tête de porc. Et forcément, c'est la panique, évidemment, leur embarcation fait naufrage et tout le monde se retrouve coincé sur cette île avec un psychopathe. J'ai lu le premier tome, c'est sympa, enfin j'aime bien le style, mais enfin le style gore, un peu survival, etc. Mais je sais pas, j'ai pas beaucoup plus accroché que ça. Je trouve que les dessins sont un peu fouillis, un peu brouillons, ça reste... Enfin, c'est pas forcément dramatique en soi, si l'histoire est bien, mais le problème c'est que l'histoire elle est extrêmement cliché, donc ça casse pas des briques, on va dire, et voilà, du coup je me suis arrêté là, et refourgué celui-ci. Voilà. Alors là, c'est une honte parce qu'on va présenter Gannibal pour la
fois depuis le début de la chaîne. Mais on l'a pas fini. Voilà. Il nous manque quoi? 10, 11, 12? Oui, 10, 11, 12 et 13. Parce qu'on l'a acheté le 13 parce que c'était un collector, mais on ne l'a pas lu. Il faut qu'on achète 10, 11, 12 et on a le 13 en collector. On est sur un délire, bien évidemment, de cannibalisme. On va suivre un policier qui se retrouve... Comment on dit déjà? Muté. Et voilà, qui se retrouve muté dans un village qui est soupçonné de cannibalisme. Le policier précédent est mort dans des conditions bizarres. Je pense qu'il a été... tout le monde pense qu'il a été mangé, hein, bien sûr. Il est venu avec sa femme et sa fille dans ce village et malheureusement, il va être mêlé à des histoires de clans, des histoires de cannibalisme absolument affreuses. En plus, on va suivre un petit peu l'histoire du clan Goto, qui serait le clan qui aurait mis en place cette tradition de tous les ans bouffer des enfants. Enfin, c'est très bizarre. C'est bien construit, même si c'est vrai que c'est complètement what the fuck. Hein. Des fois, c'est un petit peu... ouais, il faut... C'est un peu tarabiscoté. Ouais, voilà, c'est un petit peu what the fuck, mais on accroche quand même à cette histoire. Ensuite, parlons de The Killer Inside. Alors, The Killer Inside, c'est pareil, c'est une série en 12-13 tomes, je sais plus, un truc comme ça. On va regarder tout de suite. Qu'on n'a pas terminé, évidemment. 11 tomes et c'est terminé en 11 tomes. On l'a acheté dès que c'est sorti et on n'a toujours pas fini alors que c'est 11 tomes, on en a 3. Et on est des gros nazes, voilà, mais c'est comme ça. Bref, The Killer Inside, du coup, ça va parler d'un jeune homme qui essaye un peu de se faire oublier par la presse et qui essaye de passer un petit peu inaperçu parce que son père est le tristement célèbre tueur en série. Je sais plus son nom, qui s'appelle LL, je crois. Bref, ouais. Son père est un tueur en série qui prenait un malin plaisir à torturer et mutiler des femmes. Donc lui, c'est le gamin, c'est un gars à peu près normal. Donc. Un jour, il se réveille aux côtés d'une très belle jeune femme. Donc il en est tout à fait content, mais il n'a absolument aucun souvenir des 3 derniers jours passés. Mais que s'est-il passé pendant ces 3 jours dont il ne se souvient de rien? Et en plus, on retrouve un corps de femme mutilé qui rappelle étrangement les agissements de son père. Donc voilà. Mais que s'est-il passé pendant ces 3 jours? Est-ce qu'il a perdu les pédales? Est-ce qu'il a une seconde personnalité? C'est assez violent hein, quand même. Hein. Faut pas. Hein. C'est quand même. C'est un peu trash. C'est quand même trash, ouais. Il y a quelques scènes un peu trash. Hop, un peu au hasard. Mais tu fais n'importe quoi. Mais c'est toi, n'importe quoi. Je suis tombée sur un truc horrible. Ah oui. En plus, c'est les trucs qui me dégoûtent dans les cadavres. C'est les vers. Oh. C'est l'image d'une femme décédée avec les mains tranchées et les doigts dans la bouche. C'est propre. Non, j'ai pas vu ça moi. Bah si. Mais j'ai pas vu ça, moi j'ai vu les vers. Ah oui, mais il y avait tout le reste. Et c'était où? Ah, mais c'est dégueulasse. Je suis plus habituée moi. Oh. Ça vaudrait le coup qu'on remette le nez là-dedans. Moi j'avais bien aimé les 2-3 premiers tomes. Faudrait qu'on continue. Enfin, mais tu dis ça, mais bon, Gannibal first. Bah okay? Écoute. Non, mais Gannibal en premier. On va faire une commande de sagouin et puis on verra bien. On va parler d'un livre que je n'ai pas aimé. Root End. Root End, ça aurait pu être top. Ça parle d'un... En fait, c'est un gars qui travaille comme nettoyeur de lieux après les meurtres. Scène de crime, quoi. Scène de crime, tout ça, ouais. Donc c'est une équipe comme ça qui vient nettoyer les corps. Et en fait, ils vont être confrontés à un tueur en série qui écrit des mots avec les cadavres. Il laisse des messages avec les morceaux de corps. Ouais. Et voilà, donc c'était vraiment bien parti. Ce qui est marrant, c'est qu'on va très vite soupçonner le patron du mec. Son mentor, quoi. Le mentor du gars qui lui a tout appris. Il faut savoir aussi que ce jeune homme, donc qui nettoie les scènes de crime, a un passé très compliqué. Et en fait, sa mère s'est suicidée. Et le problème, c'est que je trouve qu'il a eu une réaction très bizarre en voyant le cadavre de sa mère. Déjà, premier point qui m'a fait un peu lever les yeux au ciel. Non, mais vraiment, c'était bizarre. Ensuite, il a des collègues très chelous qui font des choses très cheloues sur les scènes de crime. Je n'en dirai pas plus. Donc, en fait, c'est tous ces points où je me suis dit, mais dans quel manga je me suis lancée et j'ai pas apprécié parce que je trouvais ça trop what the fuck, trop cringe en fait. Genre, je peux pas. Donc, et en plus, j'aime pas les dessins. T'es un peu précieuse quand même. Non, c'était cringe. Non, mais c'était... Non, c'était trop... Mais c'est bon là, j'ai une vie compliquée, j'ai pas envie... Il y a des choses que j'ai plus envie de voir, ok? Merci. Allez, tiens, enchaîne par les trucs que t'as aimé. J'ai aimé, mais... Mais tout ce qui est avant le mais, ça ne compte pas. C'est très beau. Mais ça va être un thriller psychologique. C'est pas horrifique au sens propre du terme, mais il y a quelque chose d'un petit peu glaçant à l'intérieur. Donc c'est un mec qui a fait l'erreur un jour d'ouvrir sa porte étudiante à une femme qui toquait à la porte d'à côté. Et depuis, elle est complètement obsédée par lui.
Bah tiens, ça me rappelle un peu mon petit Reine que j'ai lu récemment, qui était complètement traumatisant comme série. Bref. Et donc en fait, voilà, donc elle va pas arrêter de le harceler, de laisser ses cheveux dégueulasses dans ses affaires et tout. Enfin bref, moi ça me dégoûte les cheveux, donc bon. Donc ça m'a un peu marqué. Ce que j'aime bien ce manga, ce sont les dessins. Il y a beaucoup de scènes avec des petits zooms, avec des yeux, et des personnages qui ont des dents. Genre, ça, je vois pas souvent de manga avec des dents, et je trouve que ça apporte un côté bien creepy au truc. Ouais. Et donc voilà, c'est une petite histoire en un seul tome. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir ce genre d'horreur-là, un petit peu latente et tout. Voilà, bonne lecture en somme. Pareil, je vous présente Ichi the Killer. Alors du coup, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, non, c'est pas pareil. C'est en 10 tomes. On en a 9. Il nous en manque un et c'est la merde. On vous dit pas lequel, parce que sinon, déjà, le tome qui nous manque, les gens le vendent à 200 balles. Ça a 2 secondes. Hein. Bon, en gros, non, en fait, ça va être l'histoire d'un chef de gang qui va disparaître. Qui va disparaître avec sa maîtresse. C'est une importante somme d'argent. Jusque-là, rien de bien alarmant, on va dire. Ah bon? Mais en fait, tout le monde pense qu'il s'est cassé avec sa maîtresse avec de la thune, hein, tout simplement. Mais son second n'est pas de cet avis. En fait, il va mener l'enquête parce qu'il est persuadé qu'il lui est arrivé quelque chose d'autre, qui se serait fait zigouiller, par exemple. C'est lui le second. Exactement, c'est lui le second. Et ce second est un peu complètement givré. Effectivement, il est un peu sadomaso, etc. Hein, on le voit bien à sa tronche. Bref, voilà. Et du coup, on va suivre aussi les aventures de Ichi, qui est un jeune homme complètement perdu et complètement bizarre et complètement délirant, etc., qui se fait un petit peu manipuler, on va dire, par un vieux monsieur. En fait, il va s'en servir comme une arme de guerre. Ichi est très fort en combat, en fait. Voilà, il est très fort en sport de combat et en même temps, il a des vêtements et accessoires qui font que c'est une machine à tuer, en fait, hein, tout simplement. Voilà, va rapidement s'instaurer un lien, on va dire, entre la disparition de ce chef de gang, recherché par ce monsieur, et notre bon petit Ichi. C'est complètement barré, hein. C'est très sombre, c'est très sadomaso, c'est très gore. Donc voilà, mais c'est très cool. Très trash. Très trash, tout à fait. Et il y a un film qui est sorti qui est super cool aussi. Alors là, on va être sur une histoire, on va être sur un vieux manga. J'aime bien aussi le derrière qui est très, très vintage. Un vieux manga avec un soupçon d'horreur quand même, parce que on va suivre... Sinon on n'en parlerait pas. On part sur un schéma très classique d'une famille japonaise basique, où à chaque fois, il y a un élément, un personnage qui va rendre le tout horrifique. On suit le fils d'une famille tout à fait lambda, qui est un gros dégueulasse. En fait, ses parents veulent tout faire pour garder la face et essayer de cacher ce que leur fils a fait. Donc en gros, c'est un peu une critique de la société japonaise où en fait les apparences comptent. Oui. On a beau avoir fait les pires crimes, en fait, tant que personne le sait, c'est pas grave, il faut garder la face, c'est l'honneur avant tout, etc. Et donc ça va être des situations réalistes, mais un peu trash, un peu gore, un petit peu horrifique. Enfin, il y a des meurtres, il y a des trucs bizarres. Ça va être plusieurs petites histoires dans le même tome. C'est assez réaliste hein, au niveau des situations avec du sang, etc. Pour un public averti, bien sûr. Je trouve que parfois, on peut retrouver un petit côté Junji Ito, dans le sens où il va faire une fixette sur... par exemple, à un moment, il y a une histoire avec une mouche. Ça n'a rien à voir avec la société japonaise, hein, mais il y a des côtés, il y a des petites histoires un peu juste dégueu, des fois. Ça va juste être ça, un petit peu dérangeante. Alors, on va vous parler de Onigoroshi, qu'on a acquis il y a très peu de temps. Ni toi ni moi ne l'avons lu. J'ai commencé. T'as commencé? Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, j'ai commencé tout à l'heure. C'est un Yakuza qui va se retrouver derrière les barreaux pour le meurtre de sa femme et de sa fille et pendant 15 ans. Mais en fait, c'est une mise en scène, évidemment. C'est une mise en scène. Enfin, c'est une mise en scène. C'est pas lui qui les a réellement tués, finalement. C'est un gang qui s'appelle le gang des démons. En fait. 5 personnes, les 5 démons, en fait, qui lui ont tendu ce piège, on va dire. On ne sait pas trop pourquoi, comment. Et enfin, il va sortir et il va se venger. Donc voilà, ça va être vengeance de Yakuza. C'était un mec hyper violent, donc ça va être la boucherie. Ça se trouve, ça sera intellectuel, hein, tu sais pas. Ça se trouve, ce sera intellectuel, je ne sais pas. Mais bizarrement, quand tu feuillettes vite fait, quand même des boyaux. Oui, c'est assez violent. Ça a l'air bien trash, ça a l'air sympa. Les dessins sont jolis. Voilà. Nous allons maintenant passer à C'est avec une petite fierté que je vous présente une nouvelle création sur ma boutique Etsy Jaune d'œil, une fusion entre les Tamagotchi et vos films d'horreur préférés.
Ils sont faits à la main, donc sculpture, peinture, dessin. Il y a même un petit dessin au dos. Ils sont vernis pour donner un effet industriel. Il y a même la petite chaîne, comme dans les Tamagotchi originaux. Petit détail sympa. Ils sont 3 au moment de la vidéo. Donc il y a Scream, Ring et Hellraiser. Il y en aura 2 par semaine qui seront postés sur Etsy. Les prochains seront Jigsaw et Carrie. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On va passer au survival game. Donc, bon, il y aura des gros classiques, bien sûr. Il y en a un dont je me questionne et puis c'est tout. Enfin, en fait, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Vous allez avoir Battle Royale, donc, qui est un manga dystopique où des élèves, quarantaine d'élèves vont se retrouver sur une île pour devoir se battre. Il n'y aura qu'un seul survivant. Et en fait, la façon dont est construit le manga, la façon dont sont représentées les histoires et les scènes de combat, c'est assez gore, hein, pour le dire. Donc on peut le considérer comme un manga horrifique, puisqu'il y a vraiment des scènes vraiment effroyables et glaçantes. Vous allez avoir... Ensuite, vous allez avoir Happy Land, petit manga en 2 tomes. En fait, c'est l'histoire d'une famille, tout va bien. Voilà, la mère, le père, les 2 enfants, tout le monde s'entend bien, tout va bien. Et ils vont se retrouver dans un parc d'attractions un petit peu particulier où va s'y produire des trucs affreux. En fait, chaque manège en fait est un espèce de jeu meurtrier où seules certaines personnes qui réussissent. En fait, non, mais à chaque fois il y a une sorte de jeu en fait dans les manèges et si tu foires le jeu t'es mort. Ouais, c'est ça, en fait. Et puis c'est assez trash hein, généralement quand tu es dans un roller coaster et qu'il y a une scie en plein milieu, bah forcément ça gicle de partout. En 2 tomes, moi j'ai trouvé la fin assez sympa en fait parce c'est vrai qu'on se pose plein de questions tout au long du manga et à la fin on a les réponses et c'est marrant. Moi j'ai pas aimé, je trouve ça bof, franchement bof. C'est la famille parfaite qui va dans le manège, on se rend bien compte très rapidement que tout le monde est imparfait, que tout le monde a des secrets, que tout va se révéler au fur et à mesure. Ça fait partie des jeux où effectivement pour sauver sa peau généralement il faut avouer certains de ses secrets. Ouais, mais je trouve ça nul quand même. Je me demandais, on se ferait chier. Il y avait Box, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un survival game avec Rubik's Cube. Donc je l'avais mis dans cette catégorie-là, mais comme il était aussi dans les mangas, dans les classiques des mangas horrifiques, voilà. Mais là, je me demandais par rapport à ce manga-là, est-ce qu'on peut le rentrer là-dedans? Je sais pas, je l'ai pas lu, mais regarde pas. Non, mais moi, je l'ai lu. Enfin, j'ai lu. Regarde pas, j'ai lu les... Non, mais je me demande si ça peut être considéré comme un manga un peu avec une ambiance horrifique, parce qu'il y a quand même des choses... Est-ce que c'est un peu à la Saw, des fois? Bah, en fait, il y a des jeux. Oui. Pareil, il y a des jeux. C'est pour ça que je parle de Saw. Je sais qu'il y a des jeux. Il y a des jeux et en fait, effectivement, les gens qui ne survivent, qui ne réussissent pas le jeu meurent. Et c'est pas forcément impressionnant en termes de mort. Des fois, c'est juste des morts très simples et des fois, c'est des morts un peu affreuses, tu vois. Mais est-ce que on peut le considérer comme une ambiance horrifique? Peut-être. Ça dépend du point de vue dans lequel on se met. Mais je me posais question par rapport à Alice in Borderland. Donc là, on va passer au manga horrifique qui aurait des créatures ou qui parlerait de surnaturel. Et moi, je vais commencer par Doro et Doro. Il y aura 23 tomes, un truc comme ça. Je les ai pas tous du tout, mais j'ai commencé. Le personnage principal, en fait, se retrouve un beau matin avec une tête de lézard. C'est lui qu'on voit sur la pochette. En fait, il va se retrouver avec une tête de lézard à cause d'un maléfice. En fait, on lui a jeté un sort, en quelque sorte. Et du coup, en fait... ça va raconter son histoire, il va être avec son ami Nikaido, il va être en quête de comment ça se fait, mais qui a fait ça et pourquoi. En fait, c'est une sorte de mélange, il y a une ambiance horrifique avec des magiciens, mais c'est très sombre, hein, c'est pas très Merlin l'Enchanteur, hein, plutôt violent, etc. Ambiance aussi un peu post-apocalyptique, il y a 2 mondes différents, dont un avec les magiciens. Ça va raconter leur histoire, donc voilà, Doro et Doro, c'est cool. Ça me donne pas envie. J'en ai rien à foutre. Te vexe pas. Je me vexe te pas. vexe pas. Non, pas du tout. Si je vais me vexer à chaque fois, on peut parler fantasy si tu veux. Bon, bref. Laisse-moi prendre un manga. Présente-nous tes livres de Clodo maintenant. Alors, il y a 2 mangas concernant les vampires que j'avais présenté précédemment dans ma vidéo sur les vampires. Donc vous avez Dracula, Midnight Children. 2 livres sur les vampires que tu as présenté dans la vidéo sur les vampires. Ouais, pas mal. Ouais, bah ouais, quand même. Bref, donc, il va s'inspirer de Dracula de Bram Stoker. Les dessins sont somptueux. Je sais pas qui a fait ce dessin, mais c'est un dieu. Vraiment. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est pleine de mystères.
donc je vous conseille. Il y a un côté Dark Academia, bien évidemment, et on va retrouver des personnages, bien évidemment, qui ont un lien avec le Dragon Ball Soccer, que ce soit en termes de prénom. On dirait qu'il est déglingué le livre, mais c'est normal. Ouais, il est faussement abîmé. C'est fait exprès. Le tome 2 sort bientôt, il sort en mai. Tu vas te le procurer? Bien sûr que je vais me le procurer, mais bien sûr. Bref, ensuite vous avez Shigehime, donc j'avais présenté pareil dans la vidéo. Donc rapidement, ça va être une vampire qui va kidnapper un jeune homme pour en faire son esclave, son familier. Elle va lui donner de son sang, donc il va quand même muter. Il va avoir une transformation qui va s'établir quand il doit partir en chasse pour sa maîtresse. C'est un manga très sensuel où les personnages sont vraiment sexuellement extravertis. Bon, bref, je sais pas comment expliquer, mais bref, en gros... Oui, c'est très axé sur... elle joue de ses charmes pour séduire ses victimes. Et... C'est ça, tout à fait, ouais. Donc... c'était intéressant, mais trop lent, c'était trop répétitif au bout d'un moment. C'est pas beaucoup de tomes, hein. Je crois que c'était en 5 tomes. J'ai lu les 2 premiers, j'ai pas apprécié plus que ça. J'aimais beaucoup les dessins, bien évidemment, et l'ambiance, mais c'est pas suffisant pour pouvoir continuer dans l'histoire. Ok, ensuite, on va parler de Tokyo Ghoul. Un manga très connu, du coup, que je ne connais pas. Du coup, j'ai acheté le premier tome sur un coup de tête pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça se passe à Tokyo, original, de nos jours, dans un monde à peu près normal, sauf que la nuit sortent des ghouls qui se nourrissent de chair humaine, qui déchiquetent les gens. Ça va raconter l'histoire d'un jeune homme qui... somme toute est tout à fait normal, sauf que il sort avec une jeune femme qui s'avère être une ghoul. Donc s'ensuit une petite course-poursuite, suite à un accident de poutrelle, on va dire. La ghoul se fait écrabouiller et lui est grièvement blessé. Donc, pour le sauver, les médecins n'ont d'autre choix que de lui greffer des organes de la ghoul. Voilà, donc quand il se réveille, il est en train de muter petit à petit. En fait, il a des organes de ghoul à l'intérieur. Donc voilà, ça va raconter son histoire à ce jeune homme qui se transforme malgré lui en un gros monstre. Je n'ai jamais lu, jamais regardé, jamais commencé. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus et je ne peux pas donner mon avis là-dessus. À suivre donc. Alors moi, j'ai pas apprécié plus que ça. C'était intéressant, mais en fait, j'ai l'impression que c'était un petit peu... que ça ressemblait un peu trop à Parasite. Puis j'ai pas trop apprécié le côté trop shonen. Donc le fait que ça ressemble trop à Parasite et que je préfère Parasite, ça me donne pas plus envie que ça de découvrir en fait. Okay. Moi je le lirai, je verrai. Je me ferai mon avis parce que je t'écoute jamais. Comme t'aimes les trucs de gamins, je pense que tu vas aimer Tokyo Ghoul. Bah oui, t'aimes bien Jujutsu Kaisen, trucs comme ça, les trucs de petits gamins là. Là on est sur un truc bon, hein, c'est de la grosse rigolade. Ma revenante bien aimée. C'est pas vraiment horrifique, mais j'avais envie de le mettre parce que c'est drôle. En fait, on va suivre un couple très inédit entre un fantôme et un humain. Et elle est fantôme au foyer. Je sais pas comment expliquer, bref. Et en gros, dès qu'elle est stressée, dès qu'elle est énervée, son visage change, devient complètement horrible. Alors, on va suivre leur quotidien. J'ai bien aimé le tome 1, mais j'ai l'impression que ça va être très répétitif. Ça va être toujours les mêmes gags, etc. Et puis, on va essayer de comprendre aussi comment elle est devenue fantôme, comment elles se sont rencontrées. Ça, c'était intéressant, tu vois, de comprendre ça. Il y a quand même des petits trucs qui font qu'on peut créer une histoire autour, mais ça va rester quand même principalement répétitif, je pense, comme gag. Ensuite, pour le coup, vous avez... Alors, dans la catégorie fantastique, surnaturel, vous avez les œuvres de Watanabe, qui a illustré certaines œuvres de Lovecraft. Moi, j'ai pris uniquement La Coiffe Médicale parce que c'est une de mes nouvelles préférées. C'est très bien. Je suis pas une grande fan, donc en fait je préfère lire les nouvelles. Parce que comme on n'a pas tous les deux lu toutes les nouvelles de Lovecraft, finalement j'ai pas envie de découvrir les nouvelles que j'ai pas lues directement avec le manga. Oui, tu préfères les découvrir. Ouais. Je préfère attendre. L'esthétique est sympa, ça se lit bien, ça s'offre facilement. Ouais. Voilà, enfin, rien à dire de particulier sur cette collection-là. C'est à la dernière section. Tout à fait. Nous avons combien de choses là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 600 mangas là-dedans. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Dragonhead. Alors du coup, ça va parler... Ah, c'est pas Dragon Ball, hein? C'est Dragonhead. Prends pas pour un jambon non plus. Ça va parler de gamins qui sont en sortie scolaire, en fait, qui prennent le train. Pas vrai. Et oui, non mais t'imagines? Une sortie scolaire. C'est un gros parpaing, celui-ci. C'est en 5 tomes, donc 5 de ce format-là. Pas le format original. Pas du tout. À la base, c'était 10 tomes, ou 10 ou 12 tomes. Ça marche. En fait, ça va nous parler ici d'un... Enfin, c'est plutôt une classe de jeunes japonais qui sont dans un train, qui sont de retour de voyage. Dans un tunnel, c'est l'accident de train. Et il y a 3 survivants, a priori. Ils sont seuls, dans un tunnel, effondrés. Donc, ils vont voilà, chacun va révéler sa personnalité.
vont se révéler dans l'obscurité en fait. Il faut savoir aussi que je crois que c'est une explosion qui serait passée au dehors, qui aurait fait écrouler le train. Oui, donc en fait c'est le monde entier qui... Oui, au début on pense que c'est juste entre guillemets un accident de train. C'est plus ample que ça en fait, c'est plus ample que ça. Voilà, on va pas non plus tout spoiler. C'est les aventures de 3 personnages qui vont essayer de survivre tout à fait parce que les moyens de communication, a priori, ont l'air coupés, machin. Enfin, il va vite falloir trouver de quoi boire, de quoi se nourrir, etc. C'est un post-apo. Tout à fait. C'est sympa, hein? Oui, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment envie de le relire en vrai. Bon, après il y a le fameux Parasite. Alors là j'ai vu que sur Netflix ils avaient sorti une version avec des acteurs et tout, et j'ai vu juste la bande-annonce et les effets spéciaux ont l'air géniaux. Et j'avais oublié à quel point c'était un peu trash, un peu gore, hein, Parasite. Pour ceux qui connaissent pas, on va être sur mystérieux extraterrestres qui vont envahir la Terre au travers d'un parasitage. Ça va créer des tentacules de chair, ça va créer des membres en plus. Ils prennent possession des humains. Ça va donner ce genre de configuration très très spéciale. Et donc en fait, on va avoir une réflexion sur qui est le parasite sur Terre en fait. Est-ce que c'est les humains qui, à force de polluer, de mal se comporter, sont les parasites de la Terre? Parce que les terriens pensent que ces créatures-là sont des parasites. Mais à l'inverse, peut-être que la Terre pense que nous sommes des parasites en fait. Tout à fait, peut-être que c'est un moyen de défense. Tout à fait, parce qu'ils sont devenus les premiers les premiers éléments de la chaîne alimentaire. Est-ce que finalement on s'est fait surpasser par ces créatures-là? Et donc on va suivre un jeune homme qui s'est fait parasiter la main et qui s'appelle Shinichi, et sa petite créature, elle s'appelle comment déjà? Je me souviens plus. Et qui s'est fait parasiter que la main en fait, et qui garde le contrôle de son corps, parce que les parasites prennent contrôle du corps et la personne n'existe plus en fait. La personnalité humaine en fait n'existe plus. Là, voilà, c'est un cas particulier d'un parasitage raté entre guillemets. Ouais. Et du coup, seule sa main en fait est parasitée, donc il va y avoir une cohabitation et on va pouvoir communiquer entre eux. C'est ça. Voilà. Il s'appelle Migou, je crois, un truc comme ça. Bref, c'est hyper intéressant. À la base, c'était en 10 tomes. Là, ils les ont ressortis chez Glénat et là, c'est en 8 tomes. Je les ai eu dans l'ancienne édition, mais je préférais reprendre celle-là parce que je la trouve super jolie. Et en plus, au début, on a des petites choses en couleur. Donc voilà, et ensuite, ils ont sorti un tome spécial dans l'univers de Parasite, mais avec d'autres artistes qui vont créer des petites nouvelles. Donc vous allez avoir plusieurs styles de dessin sur l'univers de Parasite. Et vous allez aussi avoir Parasite Reversi, qui est la suite de Parasite, que j'ai commencé. J'avais commencé les 2 premiers tomes et en fait j'ai pas accroché parce que je trouvais que c'était un peu répétitif. Alors là, le Parasite Reversi, ça va vraiment se focus sur le monde des parasites en fait. On va suivre un parasite qui n'accepte pas sa condition. En tout cas dans le premier tome, en tout cas il accepte pas sa condition. Enfin il trouve que c'est un peu pas dégueu ce qu'ils font, mais il n'est pas très d'accord avec notre espèce. Donc peut-être que je retenterai parce que je vois qu'ils ont sorti plein de tomes là. Peut-être qu'à l'époque j'avais, je sais pas, j'en sais rien, mais j'aimerais bien retester quand même. Alors, Gigantis. Gigantis, en fait, à la base, ce manga, c'était une grosse blague. C'est-à-dire que je l'ai vu traîner sur une étale. Et j'ai dit, tiens, croûte, c'est pour... Ok, voilà, ok, professeur. Donc, un étal. Et donc, quand je l'ai vu poser, j'ai fait, oh, tiens, c'est pour toi. C'est un truc de combat, là, comme d'habitude, avec plein de gens avec des gros muscles. À la Baki ou un truc comme ça. Ouais, je me suis dit, tiens, ça, c'est pour toi, ça. Puis, on commence à ouvrir le tome, là. Et là, on tombe sur un truc bien dégueulasse. On se dit mais what? J'ai fait bon, ok, écoute, mais qu'est-ce donc? on verra plus tard si on le prend. Moi j'étais pas très convaincue au début parce que j'ai vu qu'elle ça parlait de l'armée et j'étais pas trop non plus, j'avais pas envie de lire un truc avec l'armée. Et finalement tu l'as quand même acheté. Ouais. Je l'ai lu et j'ai adoré. C'est un 5 tomes. Ouais, c'est fini en 5 tomes, donc ça c'est pas mal. C'est en 5 tomes. En fait, c'est de la science-fiction horrifique. Mais vraiment, genre c'est tellement bien fait. En fait, l'auteur va jouer sur le côté... il va proposer de l'horreur qui est asymétrique et qui est très gênant. Il a réussi à faire des créatures asymétriques absolument dégueulasses, absolument merveilleusement belles, mais dégueulasses, avec des fusions entre humains, plantes, animaux. Mais c'est un truc de malade. Franchement, les planches, elles sont somptueuses. Terrifiantes, quoi. Vraiment, c'est magnifique. C'est trop beau. Il y a des yeux dans des yeux, enfin... Genre ça, c'est une femme qui a croisé des chats. Enfin bref, j'en arrête là. Ouais, et donc, faut que je le lise, moi, me spoil pas trop. Et en gros, en fait, on va suivre une petite île japonaise qui va être envahie par ces parasites, qui va être laissée à l'abandon par l'armée, parce que l'armée n'a pas réussi à prendre le contrôle de l'île et à battre les parasites. Ils les appellent les IA. Mais bon, je veux dire parasites, c'est plus simple. Et un an après...
l'île est toujours infestée. Et il y a un jeune homme, donc c'est lui là, il va réussir à s'échapper. Et il va rejoindre donc le Japon, il va rejoindre la civilisation qui n'est pas encore infestée. Le problème c'est qu'avant de s'échapper, il s'est fait griffer par un parasite. Donc ça va faire un truc sur lui qui est un peu différent des autres. Alors les couvertures donnent pas du tout envie. Franchement moi, juste ça sur un étal, et bien écoute, je n'aurais pas pris. Regardez là, c'est pas du tout. Moi ça me donne pas du tout envie. Ils auraient dû faire un truc beaucoup plus trash parce que ça aurait été cool. Parce que là, ça on dirait un truc de super-héros quoi. Tu vois, enfin, bof quoi. Là, on dirait Prison School. C'est les mêmes couleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, derrière, c'est un peu plus explicite. On voit des petites fusions dégueulasses derrière. Donc voilà, vraiment science-fiction horrifique. Ouais. C'est vraiment le terme. Du coup, j'enchaîne avec Humanimals. Alors là, pour le coup, bon, c'est pas forcément le même principe, mais il y a un peu, effectivement, des expériences un peu bizarres dans un zoo. On va dire. Oui. En fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'est absenté pendant 7 ans, qui était ami, enfin qui est toujours hein, ami des animaux, etc. Il avait ses habitudes dans un zoo. Il a trouvé son ami qui bosse toujours là-bas, et il va se rendre compte qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu bizarres là-dedans, jusqu'au jour où ils se font carrément attaquer par des animaux qui ont visage humain et qui trucident les humains, tout simplement, quoi. Moi, j'ai pas accroché le premier tome. Enfin, c'est le seul qu'on a de toute façon. Ouais, c'est une série en 13 tomes. Pas accroché. Enfin, je sais pas. Et des fois, je trouve qu'il y a des décisions qui sont prises. C'est un peu n'importe quoi. Le personnage principal, il est un peu niais. Il est trop, il est trop shonen. Non mais je veux sauver tout le monde. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Vouloir absolument tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je veux sauver tout le monde. Alors que tout le monde se fait massacrer dans tous les sens. Ça m'a saoulé en fait. Ouais. Et en fait, ça m'a fait sortir un peu du côté horrifique et ça aurait pu être intéressant, ces espèces de fusions dégueulasses. Bon, on n'est pas dans la même chose que Gigantis du tout, parce que là, bien fait. Non, c'est beaucoup moins bien fait là. Voilà, c'est des trucs un peu visage humain. Après, moi je trouve que c'est un peu plus brouillon. Vous voyez, ça, on dirait qu'il y a du fusain mélangé à des traits d'encre et tout. Oui, les dessins sont très différents. Après. Ouais. Après, ça n'empêche, ça peut être apprécié, mais... Ça n'empêche que, voilà, moi, l'histoire, j'ai pas forcément trop accroché. J'ai pas réussi à rentrer dedans, en fait. Même, enfin, tu vois, moi, les dessins, j'y suis peut-être un peu moins sensible que toi, mais ouais. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Je sais pas, le personnage principal, il m'agace. Il m'agace, mais pas dans le bon terme. Je sais qu'il y a des personnages principaux qui sont agaçants de par leur comportement, etc., mais... Là, c'est pas censé être agaçant, voilà. J'aime pas les gentils, hein, c'est pas ce que je dis, mais là, c'est un peu trop, quoi. Enfin, je veux dire. Oui. Bon. Alors, Léviathan, j'ai eu l'occasion de lire le tome 1. De toute façon, il n'y a que 2 tomes sur Léviathan. 2 ou 3 tomes, je sais plus. Je sais pas. C'est un manga qui a été directement édité en France et pas au Japon. C'est Kiyun, c'est un Kiyun original, on va dire. Il n'existe pas en VO, du coup. Il est que en VF. Il est terminé en 3 tomes. C'est ça. Moi, j'ai eu que le tome 1. Et en fait, j'ai été vraiment attirée par la couverture. Voilà, c'est ça la couverture de Léviathan. Ça va se passer en huis clos dans un vaisseau. Bref, en fait, le manga commence. Vous allez avoir des astronautes qui vont trouver un journal intime qui va relater une histoire terrible qui s'est passée dans le passé. En fait, il y aura une classe qui est partie en voyage scolaire parce que c'était assez... c'est devenu courant de partir dans l'espace avec sa classe, dans le futur. Ouais. Et en fait, vous allez avoir un problème dans le vaisseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour arriver pour survivre le temps du voyage. Et en fait, il n'y a que 2 capsules, je crois, dans le vaisseau qui peuvent te permettre de t'enfuir ou de survivre, je ne sais plus. Les professeurs sont un peu inquiets, sauf qu'il y a quelqu'un qui entend cette histoire. Et donc, il a décidé de tuer tout le monde pour pouvoir survivre. Il veut récupérer la capsule d'oxygène, je ne sais quoi, et donc il va être trucidé tous ses collègues qui ne sont pas encore au courant qu'il y a un problème. D'accord. En fait, j'ai pas plus accroché que ça parce que j'ai trouvé ça un peu simpliste dans les actions, en fait. Tu vois, je pensais que je sais pas que je pensais que ça allait être beaucoup plus vicieux, mais j'ai trouvé les actions assez simples, un petit peu lent comme rythme, en fait, finalement. Donc ça m'a pas donné envie de lire le tome 2 particulièrement. Okay. Maintenant que j'y repense, là, je serais quand même curieuse de savoir ce qui s'est passé, de voir qui a réussi à gagner. Mais sur le coup, j'étais pas ambiancée, quoi. J'avais pas forcément envie de savoir la suite avec le tome 2 et tome 3. Voilà. Bien. Je crois qu'on est arrivé au bout, là. Et ouais, c'était super long. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as mangé du fromage! Bah oui, et donc? Oh, je peux pas respirer. Oh, on n'exagère pas. Nous sommes ensemble, collés.
C'est ça, ouais. En conclusion, bah, pour conclure, c'est la conclusion.